Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, on a encore quelques amis qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir. Donc, on est multi-vignons ce soir. Multi-vignons. Alors, voilà. Je vais passer Jérôme aussi là et Philippe. Voilà. Hop. Comme ça, on est tous on the scène. Hein? Vous allez bien? Au top. Oui. Bon, Ouais, très bien. Je vois qu'il fait beau temps en Champagne, cher Geoffrey. Oui, je défie le temps, en fait. Je propose qu'on patiente encore peut-être encore une petite minute. Est-ce que vous avez pris des munitions avec vous? Oui, t'inquiète pas. Ça se voit pas, mais bon. Ah. Ils sont là. Ouais. Moi, je mets de la bulle directe. Voilà. Ah oui, d'accord, tu Ah. commences comme ça. D'accord. Ah ben, Ben moi, je vais aller presser un peu de raisin derrière moi, mais je pense que c'est un peu tard. Tu vois, on n'est pas chauvin, hein. Nous, on est au rouge. C'est simple. Ah ouais. putain, mais je pensais que les raisins en Champagne ne mûrissaient pas, donc on ne peut pas faire de rouge. Moi, je commence pas à être désagréable parce que ça va mal se passer. C'est ton rouge, Alexandre? Non, c'est pas le mien. Non? C'est Bon, même pas de notre région, figure-toi. C'est malheureux. déjà, un immense merci d'être avec nous sur le thème ô combien intéressant des terroirs de Champagne. Donc, ce que je vous propose peut-être, il y a Justine qui va me rejoindre dans un instant pour amener une touche féminine à ce webinaire très masculin, au moins dans les orateurs. Ouais, parce qu'on a mis des chemises exprès, hein. Oui, je sais bien. Tu es concurrent pour l'amour et dans le pré, peut-être, Alexandre? Tant qu'on y est, bon, bah. Ouais, allons-y, bon, ouais. Je propose peut-être que chacun d'entre vous se présente. L'idée, c'est de présenter pour ceux qui font du vin votre domaine, votre philosophie, éventuellement d'où vous arrivez, où vous en êtes et où est-ce que vous avez envie d'aller. Et puis Geoffrey, lui, qui est plus qui a sa société de formation et qui intervient aussi chez nous au sein de l'école Franck Thomas Formation, qui nous propose un peu sa vision du champagne et ce qu'il en pense. Voilà. Donc, à qui l'honneur? Qui est-ce qui commence? Philippe. Allez, Philippe. Attends, t'as pas allumé ton micro, Philippe. Un petit bouton. Et là, il est bon? C'est bon? C'est bon. Vous m'entendez? Ça marche. Trois petits réglages. Voilà. On t'écoute. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, écoutez, merci à Geoffrey de m'avoir convié à cette visioconférence. Voilà, c'est tout à fait une première me concernant. Donc, écoutez, je suis le premier, j'ai la pression, mais non. Donc, on va parler de terroir, génial. Donc, je me présente, Philippe Lancelot. En fait, je suis viticulteur sur Cramant, secteur Côte-des-Blancs, donc juste au sud d'Épernay. Moi, je me suis engagé en culture biologique, biodynamique plus précisément, en fait, en 2012. Et puis, j'ai attendu déjà un petit bout de temps, en fait, pour faire les fosses que j'ai fait avec Geoffrey, tout récemment sur le secteur Côte-des-Blancs. Voilà. Tu peux dire ce que c'est que les fosses, parce que… Les fosses pédologiques, voilà. Alors, il y a les petits trous, toujours des petits trous, mais là, c'est les gros trous, hein, n'est-ce pas, Geoffrey? Ouais, voilà. Et je crois parce que je prends un peu de classe, c'est pour ça. Voilà, donc je crois que tu en as fait encore hier sur l'échantillon chez mes amis Pertois-Lebrun, voilà. Ah, tu sais tout, hein? Je sais tout, oui, parce qu'en fait, on a dîné ensemble hier soir, voilà. Donc, ma philosophie, c'est comme bon nombre d'amis confrères, c'est d'aller chercher la quintessence même de nos terroirs par une viticulture des plus respectueuses, certes, mais aussi des plus précises, hein, pourquoi pas. Et puis, si on peut aller chercher… je vais être un petit peu direct pour commencer. Ce qu'on appelle l'énergie universelle, c'est notre travail à travers la culture biodynamique. Donc, on voit les résultats aussi à travers les vins. Et pour ainsi dire, voilà, la nature est bien faite. Il n'y a sans doute pas mieux qu'elle. Voilà, en guise d'introduction. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Tu as combien d'hectares?
Eh bien, moi, je suis sur une petite exploitation de 4 hectares voilà, qui sont essentiellement sur le secteur Cramant, Chouilly, Ouari. On a un petit bout à Avise. Et puis, on est avec les 3 cépages sur Épernay. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, de quoi s'amuser au quotidien. Il y a de quoi faire. Voilà. Voilà. Très bien. Merci Philippe. Ben, je vous en prie. Qu'est-ce qui veut prendre la suite? Alexandre, Jérôme? Jérôme, vas-y. Oui, je vais me lancer. Bonsoir à toutes et à tous. Salut. Donc voilà, nous sommes dans la Côte des Bars, sur le village de Ville-sur-Ars. Jusqu'à très peu de temps, on exploitait 6 hectares et demi. Aujourd'hui, on en a une petite quinzaine. Et on a la particularité à ce jour de ne vinifier qu'une seule et unique parcelle d'un peu plus de 3 hectares, où l'on va chercher à peu près 20 000 bouteilles. On a une méthodologie qui est vraiment unique. On travaille que du monoparcellaire. On a la chance d'avoir le monopole, c'est-à-dire 100% du lieu-dit, qui s'appelle l'Argillier. On travaille uniquement des mono-années, sauf une unique Solera. Et on est en monocépage 100% Pinot Noir. Et avec Geoffrey, en mai 2011, on a découvert qu'on était dans la géologie via 4 fosses pédologiques, dans la géologie de Quiméridien Marneux numéro 2, qui correspond à certains grands crus de Chablis et quelques-uns de Corton. En général, quand même, les Chablis sont quand même, les Chambly Grand Cru sont quand même nettement moins bons. Et là où la méthode est complètement unique, c'est que sur cette parcelle de 3 hectares 36, on a sectorisé 4 sous-parcelles. Je leur ai donné des noms très simples. Minéral, fruits, fleurs et matières. Ça, c'est par rapport à la gustativité ressentie au moment de l'assemblage. Assemblage de 100% Pinot Noir, 100% monopole, mais dans des sous-géologies différentes, parce que le Quiméridien est très anarchique, et suivant où on se trouve dans la vigne, on aura toujours les bancs d'argile, de marne et de calcaire. Les marnes, c'est un mélange d'argile et de calcaire. Et suivant où on se trouve dans la vigne, ça sera plus affleurant, plus profond, plus fin ou plus épais les bancs. Et du coup, les racines vont capter dans différentes strates géologiques pour générer des gustativités différentes. Voilà comment on travaille. Fort intéressant. Alors, ce qui est intéressant, je partage juste avec vous, là, on a un groupe de recherche là, sur la dégustation géosensorielle. On s'est enfermé ce week-end avec Daniel et Isabelle Coulon du domaine de Borna. On était à Châteauneuf-du-Pape en Avignon. Et en fait, on a goûté beaucoup de vins qui sont issus du même cépage pour la même vinification, etc., sur différents terroirs. Donc, ça me fait résonance avec ça, où c'est hyper intéressant quand on gomme les effets, vraiment aller voir qu'est-ce que ça. Enfin, parce qu'on a souvent un fantasme d'une composition minérale dans un sol qui se retranscrit dans un vin. Donc, ça, c'est pour moi une métaphore qui est intéressante et qui est bien plus complexe que là, parce que tout ça, ça passe à travers l'eau et la plante. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on investigue, on a beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de réponses. En tout cas, c'est hyper intéressant. Alexandre? Merci, Jérôme. C'est pas le Wi-Fi. Donc, tu allumes ton micro, Alexandre. Ça y est, bonsoir à tous. Alexandre Chartogne. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui fait du papier derrière, c'est pour ça. Oui, c'est léger, c'est bon. C'est léger. Et donc, c'est bien parce que vous avez une représentation de tous les terroirs ce soir, ou d'une grosse partie. Moi, je suis au nord, donc montagne de Reims, mais on préfère le nommer massif de Saint-Thierry. C'est un des terroirs les plus septentrionaux. Donc, c'est sympa parce qu'avec Jérôme, vous avez la zone plus au sud, Philippe, le centre avec la Côte des Blancs, et moi, montagne de Reims, mais partie nord. Et la particularité, c'est qu'on est sur des terroirs du Tannécien, inférieurs, supérieurs et moyens. Donc, des terroirs qui sont assez variés, très divers en fait. On a les mouvements marins, lorsque la mer s'est échappée, ont laissé des sols et des sous-sols totalement différents sur le même village.
Donc, moi, je suis simplement la dernière génération de vignerons aujourd'hui à la maison, mais à redécouvrir ce que les moines avaient séparé et trouvé depuis les bénédictins au 8e siècle, un petit peu comme mes collègues, hein. Voilà, donc chaque vin de la maison porte le nom de sa parcelle, un petit peu comme Jérôme, enfin comme vous, messieurs, sauf que les terroirs sont différents. Donc, on est principalement sur des sables, en tout cas des sables en surface, et ce qui permet d'avoir des vignes françaises, par exemple, sur certains sols. Et plus on va monter dans le village. Tu peux préciser ce que c'est peut-être pour ceux qui ne savent pas? Alors, les vignes françaises sont des vignes qui n'ont pas été touchées par le phylloxéra. Le phylloxéra étant un insecte qui a décimé une grosse partie des vignes en France dès le 19e siècle. Et le sable ne permet pas à cet insecte de faire des galeries et d'aller piquer les racines des vignes, et donc les a protégées de ça. Aujourd'hui, on trouve des vignes qui font des vins extraordinaires, hein. C'est pas parce que c'est non greffé que c'est meilleur, c'est juste différent. Mais aujourd'hui, on a greffé les plants, c'est-à-dire que les racines sont des racines américaines parce que le phylloxéra n'impacte pas ces racines-là, et sur lesquelles on a greffé un bois français. Donc la partie aérienne qui porte les fruits est un plant français, et les racines sont des racines aujourd'hui américaines. Pardon? Vous m'entendez? Ouais. Oui, et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, tout comme mes collègues, non, le gros travail en viticulture, et puis après, il ne faut pas oublier le vin non plus. Voilà, j'ai l'expérience. J'ai commencé avec Geoffrey qui est venu il y a. Geoffrey, t'es passé il y a combien de temps à la maison? Il y a déjà quelques années, j'avais encore des cheveux. Mais ouais. Non, bon, donc il y a peut-être 15 ans. Voilà. C'est le professionnel des sols de la Champagne, donc c'est génial d'être avec lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont sa connaissance. Et après, j'ai continué moi avec Claude et Lydia Bourguignon qui ont eux aussi un laboratoire différent, mais voilà, qui font un travail aussi pour la compréhension des sols et des sous-sols et des populations microbiennes. Voilà. Merci Alexandre. Geoffrey? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'ai créé ma boîte Educavin en 2005. J'ai fait beaucoup de choses avant en dehors de la Champagne. Et mon activité principale, c'est le consulting pour les vignerons, coopératives et un petit peu le négoce. Et surtout la valorisation et la compréhension des terroirs de Champagne. Alors ça passe par beaucoup de biais, hein, les assemblages, beaucoup de physio-dégustation, je fais beaucoup de conférences, etc. Je suis également formateur au syndicat général des vignerons de Champagne. Je suis formateur à l'école des vins de Bordeaux, formateur expert à l'école des vins de Bourgogne et en Champagne et même ailleurs. Donc je réalise mes propres analyses sensorielles de parcelles que je fais depuis maintenant 15 ans à peu près, avec la particularité d'analyser la parcelle dans son contexte et puis ensuite d'aller chercher une analyse sensorielle de chaque horizon donc des fosses pédologiques en essayant de prélever là où sont les racines. Donc les fosses, vous les faites sur quelle profondeur en moyenne? Tu les fais sur quelle... Les fosses, tout dépend des godets pour les pelles. Généralement, c'est la largeur du rang ou entre guillemets un petit peu moins. Et après, en profondeur, ça dépend des terres, hein. On peut aller 1 mètre, 1,60 m, 1,70 m, 2,50 m. Beaucoup plus sur les sables, notamment, hein. J'ai fait pas mal d'analyses de fosses sur les sables. Et là, bon, ça sort tout seul, hein, donc c'est un peu plus facile. Et l'idée, c'est de ressortir par la dégustation de la terre une analyse géosensorielle que j'ai développée moi-même, hein, tout seul depuis un moment, basée justement sur l'expression de tel ou tel cépage par rapport à tel ou tel type de strate, de type de terre, de roche, etc. Et donc en Champagne, j'en suis maintenant à peu près à plus de 600 parcelles de vignes, un peu sur toute la Champagne. Et l'idée, comme moi j'ai une formation scientifique à la base, hein, j'ai un master en œnologie, mais avant ça, j'ai fait beaucoup de biochimie et autres. Et l'idée, hein, entre guillemets, c'est de joindre un tout petit peu les éléments pour essayer de comprendre pourquoi, par exemple, quand vous mettez du sable ocre dans un verre et que ce sable, vous émet des sensations de fraîcheur, d'agrumes, ou vous sentez l'orange, la clémentine dans le verre, sans même avoir mis de l'eau. Quand vous sentez de l'haricot, quand vous sentez des légumineuses, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs, hein. Comment
comment on peut comprendre ça? C'est-à-dire que pour moi, la vérité, bien sûr, elle est dans la vinification, mais pour moi, elle est ailleurs, elle est surtout souterraine. C'est-à-dire qu'à l'issue notamment de l'analyse de parcelles, on va imaginer, on va essayer de réfléchir à la manière dont on va trouver un itinéraire de vinification pour soit accompagner ce potentiel vinique de la parcelle, ou soit éventuellement aller chercher ce que le vigneron souhaite en tirer et souhaite faire à l'issue. Donc j'interviens pour des jeunes vignerons qui sortent soit de coopératives ou qui reprennent les vignes, qui ne savent pas trop quoi vinifier et autres. Et on va choisir comme ça donc des parcelles, des itinéraires de vinification. Quelquefois c'est pour faire des cuvées parcellaires, quelquefois les cuvées existent, on analyse les parcelles, on fait le lien avec l'association vécue et ça marche toujours, c'est ça qui est bluffant. Et puis quelquefois, ce sont des parcelles qui rentrent dans 2 ou 3 cuvées, dans un assemblage, etc., etc. Donc il y a beaucoup de guides différents, et c'est ça qui est passionnant, et chaque parcelle est une page blanche, et je m'amuse bien. Voilà. Alors, ce soir, on a 3 vignerons et un expert terroir. Et la première question que j'aimerais lancer, c'est finalement, c'est un peu une question polémique, vous m'en voudrez pas. Hein. Voilà, il y a plusieurs visions dans la Champagne. Alors, je crois qu'on a franchement pris un parti pris ce soir. C'est très clair, on l'assume. Mais voilà, l'idée, c'est que la question de se poser, c'est aujourd'hui l'amoureux du vin ou la personne qui commence à déguster a une image du champagne à travers la marque, à travers le style d'une maison, hein, parce que les maisons de champagne, c'est pas à vous que je l'apprendrai, en termes de visibilité, sont très marquées. Et donc, vous êtes aussi, on est dans le questionnement finalement, puisque l'antithèse commerciale du champagne, ça a été la marque et le goût. Où est le terroir là-dedans? Comment ça se passe? Et c'est quoi votre vision de ça, quoi? Qui veut répondre? Vas-y, Alexandre, tu veux... moi, il faut déjà qu'on ne se sépare pas. Je pense que la Champagne est suffisamment vaste. C'est un très grand territoire. C'est quand même une des grosses régions viticoles françaises. 34 000 hectares maintenant, je pense, si je me trompe pas. Oui, même un peu plus, vers les 36, je crois, 35 500. Ce qui en fait quoi, la 3e ou 4e région viticole. Et je pense, quand on est vigneron, la première chose qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Quand un jeune vigneron de nos âges, enfin, quand on était un peu plus jeune, pardon, hein, Jérôme, Philippe, voilà, on doit se poser des questions. Je suis à l'adolescence, moi. Oui, oui. Et très souvent, les maisons nous ont marqués parce que c'est elles qui ont fait la renommée des champagnes que l'on connaît aujourd'hui, les assemblages, les marques, les goûts, etc. Or, en tant que vigneron, je pense que c'est très important d'avoir une mémoire un petit peu plus ancienne et comprendre que la Champagne est la grande sœur de la Bourgogne, que les moines bénédictins, à l'époque, ont fait quasiment le même travail sur nos sols, nos sous-sols, pour aller déterminer, trouver et séparer des vignes qui sont aptes à porter des fruits qui vont ensuite faire des grands vins. L'histoire des maisons de Champagne est une histoire magnifique, mais qui n'a débuté qu'au XIXe siècle, fin XVIIIe siècle. Et donc, c'est une histoire qui est plutôt moderne si on en juge le côté viticole et viticulture de la Champagne. Nous sommes vignerons, donc quelle tradition est-ce qu'on reprend? Est-ce qu'on essaie de recopier ce qu'ont fait les marques, les maisons, qui font un travail magnifique d'assemblage, mais qui ont quand même un patrimoine de vignes très élargi, qui va du sud au centre jusqu'au nord, en passant par l'est et l'ouest. Donc un potentiel d'assemblage et aussi la volonté de donner un goût et leur propre goût. Et nous, finalement, à notre échelle, l'assemblage peut être très intéressant, ça dépend vraiment des terroirs. Par contre, on est beaucoup plus là pour aller exprimer, découvrir des lieux, des sols, des sous-sols, des cépages, pourquoi pas, ce serait un peu dommage. Et donc, on n'a pas vraiment le même métier. On est complémentaires, mais le terroir de Champagne existe bien et je pense qu'il peut s'exprimer de deux manières, celle de la viticulture, du vigneron, et puis celle des maisons qui est une vision un peu plus large, une vision champenoise. Allô? Oui. Oui, pardon. Ouais. Et, enfin, après, je vais vous laisser.
Alors, juste peut-être pour ajouter quelque chose, effectivement, historiquement, on va dire, une fois que le vin de champagne tel qu'on le connaît aujourd'hui a émergé, le modèle, c'était le modèle du négoce, c'est-à-dire que dans les cuvées de vignerons, vous aviez la première cuvée qui était issue d'un assemblage, la deuxième cuvée, c'était l'assemblage à l'envers, entre guillemets, ou avec plus de vin de réserve et autres. C'est-à-dire que derrière, on ne parlait pas forcément de son terroir, on ne le valorisait même pas. Moi, quand je vous ai connus tous les trois, hein, ben, j'en connaissais d'autres aussi, et on ne voulait pas forcément parler de son village qui était situé en dehors d'Épernay, enfin de la zone d'Épernay de Reims, parce qu'ils étaient moins connus. Et je connais beaucoup de vignerons qui avaient des complexes d'infériorité pour justement évoquer leur village, leur typicité, etc. Et depuis la fin des années 90, donc il y a eu plusieurs pionniers, et vous en faites bien sûr maintenant partie, Alexandre déjà depuis un moment, hein. Et vous avez eu la conviction, entre guillemets, d'avoir un bon terroir, de se l'approprier et de le valoriser et de le faire savoir. Et ça, je pense que ça constitue vraiment, moi, ce que j'ai appelé très souvent la deuxième révolution vigneronne. C'est-à-dire que le vigneron en Champagne, ben, il est vigneron avant tout. C'est-à-dire que dans toutes les autres régions viticoles, on va aller chercher des vins de typicité, et en Champagne, on ne le pourrait pas. Tout ça parce que nous avons un dogme, mais non. Un vigneron fait valoir son terroir par l'assemblage, par du parcellaire, peu importe. Mais il fait valoir son terroir. Et plus il le comprend, mieux il va l'exprimer, et mieux vous, client, vous allez le ressentir et créer un affect avec le vigneron. Et c'est ça que l'on attend particulièrement lors d'une dégustation. Tout à fait. Et on a alors malheureusement, le réchauffement climatique est une catastrophe, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi beaucoup plus facile pour nous. Je pense que depuis les années 2000, la planète se réchauffe et permet quand même à la Champagne une maturation qui est intéressante. Alors surtout, je ne mets pas en avant et je ne suis pas en train de dire que le réchauffement est une bonne chose, surtout pas. Mais quand on compare la facilité que nous avons aujourd'hui à faire mûrir des raisins par rapport aux années 70, 80, 90, c'est beaucoup plus évident pour nous. Et la Champagne, et finalement, encore une fois, on a une région magnifique avec énormément de diversité, avec une tradition qui est plus que millénaire. Et finalement, on l'a peut-être oublié parce que les vignerons n'ont pas vendu de vin, parce que faire du champagne, c'était extrêmement onéreux. Il ne faut pas oublier que en Champagne, pour faire un vin effervescent au 19e siècle, c'était quasiment impossible pour les familles vigneronnes. Le prix d'une bouteille vide était extrêmement élevé. Il fallait des bouteilles résistantes à la pression, une pression qu'on maîtrisait à moitié, avec ensuite des travaux qui nécessitent beaucoup d'espace, etc. Donc, la Champagne est finalement suit la tradition bourguignonne avec un savoir-faire de vinificateur différent, mais qui, dans les vignes, est très semblable. On est planté à 1 mètre sur 1 mètre, à peu près, on va dire, 10 000 plants hectares. On travaille les sols avec les mêmes outils ou les mêmes animaux. On a des périodes de travail qui sont les mêmes, on a la même problématique au niveau des maladies. Et finalement, on arrive enfin à avoir des maturations des maturités qui sont élevées. Donc, la Champagne a aujourd'hui sa place de vigneronne et terroir. Et c'est une excellente chose pour nous parce que quand on est vigneron, on est un peu comme les premiers dégustateurs de nos vins et on découvre, comme les clients ou comme les amateurs, la diversité, la capacité de certaines vignes de nous donner des choses magnifiques, des textures de bouche, des sels, et c'est ça qui nous passionne aujourd'hui. Philippe et Jérôme, votre avis peut-être sur le sujet? Pardon? Non, ton micro n'est pas ouvert, Jérôme. Philippe, peut-être tu veux dire un mot? Oui, c'est très bien. Bravo, Alexandre, hein, pour tes grandes lignes historiques aussi. Hein. C'est vrai que on rejoint tous cette pensée où aujourd'hui les vignerons ont leur mot à dire, ont leur terroir à dire ou à exprimer pour ainsi présenter la chose. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que c'est vrai que la force de la Champagne jusqu'à présent, c'était les maisons,
l'assemblage, hein, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est 4 bouteilles sur 5, mais ça évolue dans le bon sens. Et ce qui est génial, c'est qu'à travers le monde, les Français, les premiers, c'est qu'il y a une demande en fait de choses typiques de découvrir. Et en effet, la Champagne est bien la sœur de la Bourgogne, où là, bon, c'est pas les climats, c'est les lieux-dits, hein, c'est à peu près similaire. Et à travers nos 3 cépages, sinon 6, hein, voilà, pour certains qui ont ces particularités-là, il y a de quoi s'amuser, sinon je dirais même de s'éclater. Voilà, c'est pour ça que, bon, je ne vais pas faire de publicité me concernant, mais en fait, moi, j'ai créé un truc qui est parcelles et coups de cœur. Donc, en fait, c'est bien de faire ressortir vraiment un ADN, un endroit donné, et puis aussi s'amuser, en fait. C'est s'amuser en travaillant, en fait, où on fait des assemblages. J'ai une cuvée qui s'appelle les bas de Saran, c'est le contrebas du château de Saran. Les hauts d'Épernay, c'est sur les hauteurs. Donc, on va découvrir ça ensemble, sans doute, pour aller un peu plus loin dans la démarche. J'offrais l'année prochaine avec des fausses pédos. Là, on a des vins avec un peu plus de rusticité. Et c'est là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on propose, on offre en fait à ces amateurs déjà du champagne. Voilà, ça, c'est la chance d'avoir 200 ans d'histoire derrière nous. Je trouve ça fabuleux. Oui. Et toi, Jérôme, que tu es finalement dans cette dynamique très terroir, puisque toi, tu es monoparcelle, monocépage, donc tu es vraiment peut-être celui qui a pris le plus radical. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, très simplement, la toute première année d'unification, j'avais fait trois pressoirs sur 3 sous-parcelles différentes. Et puis, je me suis dit, bon, allez, on va faire les choses bien, on va assembler, mais je trouvais ça un peu tarte de vouloir assembler 3 pinots noirs de la même vigne à un jour d'intervalle chacun de la même année. Et en fait, c'est là qu'on voit la puissance des assemblages et du terroir. En fait, à chaque fois qu'on rajoute 2-5% seulement d'une sous-géologie dans une autre, toute la gustativité change. Et en fait, c'est entre le temps, ce que j'appelle plus ou moins les sous-climats, les sous-lieux-dits, en fait, le champ des possibles est à l'infini. C'est une mosaïque. Et moi, on travaille sur 4 expressions de terroir dans ces 3 hectares. Et alors, en fait, on assemble ou pas, c'est sous parcelle. Et ça va générer des gustativités différentes. Mais je suis presque sûr qu'on pourrait monter à 20 ou 30. Mais après, évidemment, ça ferait des trop petites cuvées et on ne pourrait pas forcément nécessairement apporter une continuité au fil des millésimes, parce que j'essaie malgré tout d'apporter une constante. Mais l'assemblage, tout comme le dosage, tant qu'on ne l'a pas pratiqué, très objectivement, on ne peut pas le croire que la même vigne, on va avoir 2 pressoirs de 2 sous-géologies côte à côte et on va avoir déjà 2 vins différents. Voilà. J'ai commencé en 2006 et ça m'a vraiment scotché, quoi. Voilà. Et encore aujourd'hui, au moment des assemblages, on n'a pas la cuvée qu'on veut, on va aller chercher 2-3% sur un autre vin et ça va être harmonieux. Ou pas. Voilà. Bon, alors maintenant on a ouvert un petit peu le sujet sur la chose, très bien. On commence à avoir des questions déjà. Il y a Jean Poussin qui dit les coteaux champenois ne seraient-ils plus proches de la typicité du terroir? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, je crois que c'est une question pour Jérôme parce qu'il fait un coteau extraordinaire. Enfin, pardon, mais... J'en fais 2. Alors, moi, je serais tenté de dire que non parce que on a trop souvent tendance à oublier que le champagne, c'est du vin. Et qu'il soit blanc, effervescent, ou blanc tranquille, ou rosé, ou rouge. Je pense pas que le cotois soit plus preneur de terroir, je sais pas. Pas forcément. Pour moi, non. Ouais.
Je ne pense pas. Merci pour cette réponse. Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de certitudes. Et je me rappelle les premières années, bon, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuyais. Et en fait, 15 ans après, le champ des possibles est à l'infini. Quand on aura engrangé 40, 50 millésimes, il n'y en a aucun de pareil. Un peu comme les sols. Voilà, c'est une mosaïque vraiment, je me répète, mais à l'infini. Ouais, alors, maintenant qu'on a ouvert ce débat justement sur cette mosaïque-là de sol, j'avais une question un petit peu plus pour Geoffrey et ensuite pour vous aussi, mais comment on les observe, comment on les différencie, ces sols principaux justement quelle est votre manière de les observer, de les ressentir, ces différents sols, ces différentes… Lorsque vous faites une fosse, en dégustation justement. Donc, oui. Donc déjà, quand vous faites une fosse, vous avez déjà un dégradé de couleur. Et vous suivez en fait le développement racinaire. Donc quelquefois on a des accidents racinaires, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, et vous suivez le racinaire, et puis après vous dégustez. Et quand vous dégustez aussi à la main, et moi si vous voulez, la dégustation olfactive et gustative, c'est vraiment la dernière sensation que l'on va rechercher. Je vous donne un exemple, hein. Oui. On parle de la craie en Champagne, comme on peut parler des sables ou autres, hein. En fait, il n'y a pas une craie en Champagne, il y a beaucoup de craies en Champagne. Hier, j'étais au Châtillon, Châtillon d'en bas et Châtillon d'en haut. En Châtillon d'en bas, nous étions sur une craie qui était fortement sur la Saint-Jacques, une craie qui sonnait creuse, c'est-à-dire que vous prenez un bloc de craie, avec mon piolet de géologue, vous tapez dedans, ça sonne creux, donc c'est-à-dire que c'est très poreux. Donc c'est-à-dire que si vous avez de l'eau qui est à l'intérieur, l'eau, entre guillemets, elle va éroder un peu plus. Et donc vous allez rechercher ce qu'il y a dans les plus fins interstices de la craie. Nous étions juste un petit peu plus haut de l'autre côté de la route, et là nous étions sur une craie qui était beaucoup plus grasse, entre guillemets. Quand vous tapez dessus, ça sonne beaucoup plus plein, et quand vous la dégustez, eh bien vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus gras, beaucoup plus crémeux, beaucoup moins marin, par exemple. Vous prenez la craie de Berru, donc en face d'Alexandre, hein, pas très loin. La craie de Berru, c'est pareil, c'est une craie, c'est un peu comme je dirais, de la pierre ponce. C'est une craie qui est hyper légère. Et donc là, ça sonne vraiment très très creux. Mais vous pouvez pas imaginer la puissance marine, la pureté marine qu'il y a dans ces craies-là. Et le tout, c'est bien sûr de le savoir, de le comprendre, de voir un peu si la vigne va dedans, comment elle va dedans, soit elle fait le tour des cailloux, soit elle rentre dans le caillou, et comment après, bien sûr dans le raisin, et ensuite dans le vin, si on a de la chance d'avoir le vin clair ou le champagne issu de ces terroirs-là, comment on peut le ressentir, c'est-à-dire que comment le vigneron a interprété ce potentiel vinique en fait. Mais que je vous parle de la craie, je pourrais en parler longtemps, je pourrais vous parler de tous les types d'argile qu'on a en Champagne, tous les types de sable, etc. En fonction des cépages, on a une variété qui est folle, folle, folle. Et on ne peut pas parler d'une craie, d'une marne, comme Jérôme l'a signifié, etc. Donc, tu es en train de nous dire qu'il y a vraiment un terroir en Champagne. Ah ouais, on est bien. Non seulement il y a des terroirs, mais il y en a énormément. Et la lecture du terroir peut être régionale, sous-régionale, peut être locale, peut être sur le cru, peut être sur une zone de cru, peut être sur un lieu-dit, sur un climat, sur 2 routes, 3 routes. Le terroir, c'est un pied de vigne, c'est une radicelle aussi. C'est tout ça un terroir, hein. Donc le niveau de lecture et de compréhension, il est à plusieurs étages en fait. Mais ça, quel que soit le vignoble, hein. Alors justement, vous parliez là Geoffrey, tu parlais des différentes craies, il y avait la plus fine et ensuite celle qui était un petit peu plus, voilà, différentes textures touchées. Est-ce que vous avez des cuvées chez vous, les vignerons, qui vraiment comment dire, qui imageraient ce que Geoffrey vient de dire? Si nous on veut s'entraîner, si nous on veut expérimenter le terroir et le vivre, le ressentir, est-ce qu'il y a des cuvées que vous pouvez nous conseiller qui reflèteraient ce que Geoffrey vient de nous dire? On pourrait expérimenter et vivre. Alexandre. Philippe, vas-y. Hein. Moi, je veux bien, en fait. Donc, en fait, ouais, c'est bien dit, en fait, hein, Geoffrey. En fait, c'est vrai que le terroir, ces notions, en fait, elles sont même pas à la route près, mais quasiment. Et c'est vrai que tu m'as fait vraiment ouvrir les yeux encore récemment, où à Vise, en fait, on a une parcelle qui est le lieu dit les Chantraines, une toute petite vigne de 8 ans pour laquelle, en fait, j'ai fait une micro-cuvée. Et en fait, ça vient vraiment illustrer le vin, ce qu'on ressent en fait à la parcelle, ce que tu nous as fait comme exercice géosensoriel.
Également sur Cramant, en fait, l'esprit de Cramant sur ma cuvée que j'ai sortie là récemment avec le millésime 2015. Alors, j'aime bien dire que c'est un cru c'est un peu la boule à facettes, là aussi, parce qu'en fait, on est des expositions traditionnelles et historiques qui sont Est, Sud-Est, Sud, mais également aussi Nord. On a des crêtes qui sont assez similaires, qu'on retrouve à partir de 50 cm ou 1,50 m. Et en fait, voilà, on a une globalité là, sur un cru en question que le vigneron peut, comme là j'en parle ce soir, en fait, on retrouve vraiment un ensemble de micro-terroirs au sein d'un même cru. Voilà, j'ai aussi une cuvée en fait, sur Chouilly, le fond du bateau. C'est là où il y a la petite cabane, là, en fait, qui s'appelle également, avec un lieu-dit qui est juste au-dessus, qui est le Montaigu. Donc moi, je suis en contrebas et en fait, on voit en fait à travers déjà la carte que Geoffrey nous a illustrée, en fait les éboulis et en fait là encore, on a des sensations, en fait une dégustation qui est encore différente d'un lieu-dit environnant. Et en fait, moi, l'idée dans tout ça, ce qui m'excite le plus, c'est en fait d'illustrer mon ressenti, donc d'illustrer les habillages, de choisir les couleurs, etc., avec mon ressenti sur le vin. Et là encore, c'est ce qui permet de bien faire je n'aime pas dire le mot distinguo, mais la distinction, pardon, en fait, d'un cru à un autre. Voilà, je parlais d'une cuvée, les bas de Saran, tout à l'heure. Donc, on retrouve la jonction de trois terroirs. Épernay, en fait, une cuvée avec des sols issus des sols plus avec des argiles, un petit peu des sables, tout en ayant aussi des chardonnays plantés sur calcaire. Hein. Et en fait, ouais, voilà, on s'amuse, voilà, on s'éclate même et on a vraiment des cuvées pour chaque instant, des terroirs et on ressent vraiment les choses d'une cuvée à une autre. Hein. Voilà, on peut vraiment distinguer voilà, des choses plus minérales, plus ciselées, plus rustiques. Voilà, voilà. Je laisse un petit peu la parole aux autres parce que c'est vrai qu'on peut développer longtemps hein, sur le sujet. Hein. Moi, de mon côté, je trouve que, en effet, les terroirs sont très variés, mais je crois qu'on est en tant qu'amateur de vin, on a quand même cette nécessité de pouvoir se raccrocher à des identités qui ont déjà été dressées, comme on peut aimer un Hermitage ou un Échezeaux, où ces limites ont déjà été faites par le passé. Et ce qui est dommage avec la Champagne, je crois, c'est qu'on va se reposer des questions parce que c'est une région d'assemblage et on va peut-être parfois oublier de comprendre que le travail qu'ont fait les anciens de séparer chaque parcelle par des chemins parfois est déjà pour chaque vigneron une excellente identité de terroir qui nous permet aussi de travailler. Moi, sur mon petit village de Merphy, on a 13 parcelles qui ont 13 sols, sous-sols différents. Et je peux, par temps de pluie ou le lendemain, reconnaître tout de suite le travail des anciens parce que certaines parcelles ont été séparées parce qu'elles sont plus profondes sur sable. Donc, il est bien plus facile de passer sur ces parcelles-là après une pluie, tandis que d'autres vont demander 3-4 jours de soleil et de vent pour pouvoir sécher parce que l'argile est là, parce que cette parcelle, justement, exige aux viticulteurs de passer plus tard, d'attendre, de patienter. Et ces identités-là nous permettent aussi d'identifier des vins. Après, c'est sûr qu'à l'intérieur de chaque parcelle, on peut retrouver des différences, mais j'aime essayer de recomprendre ce que les moines, avec les viticulteurs du passé, ont dessiné. Et la Champagne est aussi, si on vient dans cette dimension de terroir, de lieu-dit, on peut aussi essayer de comprendre la Champagne par son identité historique. Certains terroirs étaient guidés par des abbayes, et c'est là qu'on retrouve très souvent d'exceptionnelles séparations de terroirs. Et ensuite, de nouveaux terroirs qui sont arrivés un petit peu plus tard. Alors, je vais citer Cramant parce que Philippe est là, Avise, etc.
ont des séparations de parcelles qui sont un petit peu différentes, qui sont un petit peu plus larges, un peu moins précises. Mais ce qui est remarquable dans leur coin, c'est que ces villages-là sont très attachés à la bulle, à la deuxième fermentation. Et les vignerons de ces villages alors redécouvrent aujourd'hui des parcelles dans les parcelles qui sont extraordinaires, comme le fond du bateau, comme certaines de tes parcelles, Philippe, mais aussi ont compris depuis des 100 ans qu'assembler certains villages ensemble est une bonne chose. Et donc, moi, dans mon petit village de Merphy au nord, je suis très attaché à la parcelle qu'ont dessinée les moines à l'époque, mais j'ai la chance de travailler un peu sur Avise aussi, et je découvre un tout autre lieu, et je comprends pourquoi certaines personnes, depuis 200 ans, ont préféré assembler certains villages, parce que l'assemblage d'un Avise qui peut être un petit peu plus charnu, avec un Ménil qui aura un peu plus de tension, va faire des vins grandioses. Et donc, voilà. Donc après, pour les vins, pour l'identification de la craie, je crois que la Côte des Blancs avec Philippe est magnifique, parce qu'elle, au goûter un Cramant, un Chouilly et un Avise, seuls vous permettent déjà de voyager au travers de 3 expressions crayeuses qui, ne l'oublions pas, la craie est un dépôt marin, et c'est du carbonate de calcium. J'ai toujours tendance à penser on a toujours parlé de sel en Champagne, parce que nos vins crayeux sont salés. C'est à ça qu'on reconnaît normalement un champagne d'un autre effervescent. Mais aussi, c'est très intéressant parce que cette craie est collante et elle vient vous donner une texture en bouche qui n'est pas acide. Il ne faut jamais confondre un vin acide avec un vin crayeux. Les vins de craie sont rarement acides, ils sont souvent salés, et ce sel-là vient remplacer l'acidité. Et moi, j'ai 2 vins dans mon village comme ça, mais après, si on voyage vers chez Philippe, on va découvrir des sels qui sont particulièrement intéressants et qui vont aller signer la craie. Voilà. Mais bon, encore une fois, j'aime beaucoup m'attacher à l'histoire, au passé, et ce qu'ont fait les moines et ce qu'ont respecté les Bourguignons. On peut continuer d'essayer de comprendre nos vignes et notre travail par l'héritage qu'on a de ces personnes. Justement, ça me permet de rebondir là sur une question d'Éric Mercier, c'est notre ami lyonnais. Salut Éric. Salut. Qui dit justement, c'est vrai qu'il y avait tout cet historique justement du travail qu'ont fait les moines dont vous parliez, Alexandre, et aussi justement cet historique sur les crus, les grands crus, etc. Mais aujourd'hui, vous avez aussi chez vous, vous dites 13 parcelles avec 13 sous-sols différents, etc. Est-ce que justement, on peut penser que la multiplicité des terroirs, des petites parcelles comme ça, va surpasser les crus actuels en fonction du travail des vignerons? Est-ce que, par exemple, Jérôme, vous avez un avis là-dessus? Comment vous voyez les choses? Oui, ouais, moi je pense que oui. En fait, on a une vision un petit peu, c'est pas réducteur, hein, mais un petit peu basique des choses. En Champagne, ça se simplifie à 3 levels de qualité, qui sont les grands, les premiers et les crus périphériques. Et voilà, en Bourgogne, je crois que ça doit être 1247 climats. Et il me semble opportun et nécessaire de toujours réaliser des assemblages en Champagne, mais je pense qu'il y a quelques peut-être beaucoup de pépites qui mériteraient. Et moi, j'ai commencé en 2006 à faire du parcellaire. À l'époque, Geoffrey me disait tu en avais identifié 70 de mémoire en 2011 quand on avait fait les fausses pédos. Aujourd'hui, on en a tout le monde en a au moins une, très simplement. Je pense qu'il y en a des centaines, voire un millier, je ne sais pas bien. Mais on peut aller tirer vraiment la quintessence d'une seule et unique parcelle sur comment... je perds mes mots. Excusez-moi. Mais ça n'aurait aucun sens de mélanger un Échezeaux avec un Richebourg ou un village. Voilà, ça serait un sacrilège.
On fait du Vaudre romanée, mais pas sur le même niveau d'expression. On n'a pas le même. On fait un village, Voilà. on fait pas un premier cru et un grand cru. Oui, certes. Mais Je suis d'accord avec toi. voilà. Mais nos crus n'ont pas été dessinés de la même manière. Il ne faut pas oublier que les crus ont été. Pour reparler de la Champagne, c'est quand même important de comprendre que 80% des vins, ou un peu plus même, sont vendus par les négoces. Donc, quand on est récoltant manipulant, on n'est rien. On est 1% de la région. Et donc, les négoces ont eu besoin de trouver des crus qui soient très cohérents. Parce que quand vous venez dans un village comme le mien, qui à l'époque on avait des parcelles qui étaient réputées comme premier vin, donc l'équivalent de grand cru, il y a longtemps, mais ces parcelles faisaient 2 hectares, 2 hectares et demi. Quand les familles, quand les abbayes ont été détruites ou fermées en Champagne, ce sont des protestants qui sont arrivés de l'Allemagne, du Luxembourg, un peu d'Angleterre, et ces gens-là ont eu besoin d'acheter des raisins. Et ces raisins, lorsque vous voyagez en Champagne, certains terroirs sont extrêmement cohérents, des bas de coteaux jusqu'en haut de coteaux. On a des sols qui sont très légèrement différents parfois. Si je prends l'exemple de Cramant, ou plutôt Avise, Change un peu là. ouais, mais de bas en haut, on a à peu près le même sol, on a à peu près le même sous-sol. Geoffroy, tu pourrais me contredire, hein, mais ça reste quand même dans une même famille. La différence qu'on va avoir, c'est éventuellement sur les hauteurs avec le bois qui va peut-être un petit peu gêner, donner plus d'humidité et un petit peu plus et des terroirs un peu plus humides. Mais sinon, quand vous êtes négociant et que vous devez acheter votre raisin, ça vous offre un village qui fait 300 hectares. Dans ce village-là, vous avez 150 vignerons. Vous pouvez acheter vos raisins à 150 personnes. Vous aurez un vin qui sera d'une excellente qualité et vous pourrez le mélanger dans des unités de cuves, etc., qui sont bien plus importantes. Et donc, les crus aujourd'hui ont été déterminés par des acheteurs de raisins qui ont trouvé des crus magnifiques qu'on connaît aujourd'hui, nos grands crus, mais qui sont surtout extrêmement homogènes. La qualité les plus mauvaises parcelles d'Avise et les meilleures, bien sûr que les chantraines, par exemple, qui ont été citées, ça fait un vin extraordinaire, mais les parcelles les moins réputées de là-bas font un vin qui peut y ressembler et qui a quand même de grandes qualités. Dans d'autres villages, des villages périphériques, je vais parler de mon village à moi, je vais m'autocritiquer ou je vais autocritiquer mon village. On a des parcelles magnifiques qui peuvent faire des vins extraordinaires, des parcelles qui sont ensuite qui font des bons vins, et d'autres parcelles qui font des vins de consommation quotidienne pour le viticulteur. Et donc, nos crus en Champagne ont été quand même assez bien déterminés, même si on en a oublié les pépites de chaque village ou certaines pépites de certains villages avec le temps, parce qu'un négoce ne peut pas s'amuser à aller acheter les 3 hectares de l'Argilier ou les 2 hectares d'une parcelle de mon village. Voilà, ils n'ont pas d'unité de cuverie qui permettrait d'accueillir les raisins et les vins d'une seule parcelle. Donc, je crois que dans chaque village, il y a d'immenses vins qui peuvent sortir de certaines parcelles. Et après, dans d'autres villages comme dans la Côte des Blancs ou autour de nos grands crus champenois, il y a une très belle homogénéité qui permet d'avoir des vins constants et intéressants pour les acheteurs comme pour les vignerons. J'avais une question pour toi, Geoffrey, donc de Gilles. Au-delà des saveurs, quelles sont les différences de perception et de caractéristiques en fonction des sols? Et tu as juste 4 minutes pour répondre, c'est tout. Je plaisante. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour moi, le géosensoriel incorpore les sensations olfactives pour 2 raisons. La première, c'est qu'à l'entrée de la cavité nasale, nous avons des récepteurs au toucher, à la consistance. Donc, c'est la voie du nerf trijumeau, hein. Donc, lorsque vous sentez un vin, vous avez des odeurs qui occupent différemment l'espace. Certaines de ces molécules passent en caressant, si vous voulez, la muqueuse, et d'autres s'y attachent un petit peu plus. Donc, et vous apercevez avec le temps que là où ça file assez facilement,
ça correspond à des terrains de fluidité. Donc en Champagne, les terrains de fluidité, c'est par exemple le sable, hein, les calcaires, dont la craie par exemple. Et lorsque ça s'accroche, on est sur des terrains plutôt de densité, donc tout ce qui est argile, marne, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous apercevez qu'en fonction des types de roches et de la typicité, eh bien, vous allez avoir par exemple le meunier, le chardonnay ou le pinot noir qui vont exprimer toujours à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le pinot noir sur les sables, vous serez beaucoup plus sur le pamplemousse rose ou l'ananas que sur le cassis ou la mûre, par exemple. Alors que si vous allez sur la craie, vous commencez à être un peu plus floral et un peu sur les baies, voire un peu le côté prunes. Après, ça dépend du climat aussi. Après, je ne vous parle même pas des types de craie, des types d'argile, hein, parce que le cépage donne tout ça. Si vous prenez un chardonnay sur certains types d'argile, vous êtes déjà sur un noisette. Alors que sur la craie, il va falloir attendre 4, 5, 6, 7 ans, selon le type de craie, pour avoir la noisette sur le chardonnay. Vous voyez? Sans parler de travail en fût ni quoi que ce soit, hein. Donc, on a vraiment des typicités quand même qui vont apparaître. Ces typicités-là, bah, vous les avez quand vous touchez, hein. Vous avez des micro-agrégats, des plus ou moins importants, c'est plus ou moins humide, c'est plus ou moins sec. Et ça, on l'a déjà au toucher. Et quand vous êtes dans la fosse, vous recevez comme ça des informations d'humidité du côté sec au fur et à mesure que vous descendez dans la fosse et que vous prêtez vraiment attention à ce qui se passe. Il y a vraiment des choses simplement par l'observation et l'ouverture de tous nos sens qui permettent déjà d'avoir beaucoup d'informations. Donc la terre, le climat, l'ensemble des éléments nous parlent. Et puis bien sûr, après on affine avec l'odorat, je le dis bien, hein. Et puis bien sûr l'aspect tactile, l'aspect sapide dont parlait bien sûr Alexandre, hein. Ces notions de sel, mais également les minéraux argileux qui se fixent plutôt à l'intérieur des joues, etc. Enfin, on n'en parle jamais trop, mais enfin, il y a plein de choses comme ça qui se passent et qui permettent de comprendre un petit peu mieux, hein, et surtout de réfléchir à ce qui se passe. Mais ça nous donne beaucoup d'informations. Après, il faut avoir les clés pour les comprendre. Et moi, ces clés-là, si vous voulez, on ne me les a pas apprises, hein. C'est la dégustation et l'observation qui ont fait le travail, hein. Et on continue. Les pages sont à écrire, hein. Et juste pour terminer, un point, on parlait de parcelles. Une fois, j'ai analysé une seule parcelle à Troissy, dans la vallée de la Marne, sur un seul étage dans le Sparnacien, c'est une parcelle en longueur. On a fait 3 fosses, hein, une en bas, une au milieu, une en haut. Et en observant tous les horizons, on est arrivé à 14 horizons. Et on avait des petites radicelles dans chacun de ces horizons-là. Donc, d'un point de vue assemblage, on avait du sable, des argiles, des notes un peu plus organiques, etc., etc. Donc, on voit qu'une parcelle n'est pas forcément que monolithique. Homogène. Il existe des parcellaires très monolithiques, hein, c'est vrai, hein, mais on peut avoir des parcellaires sur 2, voire 3 géologies différentes, sans parler des éléments qui viennent du haut, qui viennent relancer, entre guillemets, les débats. Voilà. Moi, j'avais une question un peu, parce qu'on parle beaucoup de terroir. J'entends aussi parler de l'adéquation cépage-terroir. Et si on se projetait dans les temps plus anciens, où la complantation, comme dans beaucoup de régions, était légion, hein, puisqu'on voit la réintroduction des 3 principaux cépages, quelques cépages accessoires qui peuvent arriver de nouveau. Voilà. Donc, voilà, quel est votre avis sur le sujet? Et quel est votre avis aussi sur un sujet que je sais qu'Alexandre qui passionne, c'est la densité, le nombre de pieds par hectare. C'est une question savonnette, hein. Mais je répondrai quand même avant parce que voilà, aujourd'hui on est entre 10, 8, 10 000, 12 000 selon les régions, enfin dans la partie nord. On parle de densité à 25, 30 000 il y a 200, 300 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, le coût de la main-d'œuvre n'était pas la même. Et voilà, donc il y a aussi ce paramètre-là. Ça serait intéressant d'avoir votre avis, vous qui êtes homme du vin et homme de la terre, sur la complantation et les hautes densités et les nouveaux cépages. Il y a 3 sujets. Je vais répondre si vous voulez. Vas-y. Ouais. Et bien, c'est vrai que ouais, la complantation, c'est une bonne. C'est intéressant, hein. C'est vrai que ça résume un petit peu la globalité de cette visio là, ce soir. C'est vrai qu'on peut regarder un petit peu en Alsace, notamment avec un vigneron juste au nord de Colmar, pour ne pas le citer, enfin, voilà, qui est Monsieur Deiss, voilà, il fait une complantation et c'est tout à fait intéressant. Ça illustre vraiment le lieu-dit en particulier. Je crois qu'il y a également dans le secteur à Avise, Pascal Agrappa, voilà.
Moi, je trouve que c'est intéressant, hein, cette notion de complantation. Il y a des choses à explorer. J'ai appris aussi quelque chose. En fait, voilà, je souligne, en fait, parce qu'on a notre historien au village, je pense que bon nombre le connaissent, qui est M. Diebol, Jacques Diebol. Voilà, on ne le présente plus, hein, Diebol, Champagne-Diebol-Valois. C'est notre historien. Il nous a sorti un petit bouquin il y a quelques années. Et j'ai appris, en fait, que le fond du bateau, donc, qui est encore sur le terroir de Chouilly, alors qu'il est contre Cramant, bien sûr. Comment on a le bateau, et en fait, il était planté en pinot noir, en fait, jusqu'au milieu du 19e. Voilà, je suis un petit peu à mon tour, Alexandre, un petit peu d'histoire, voilà. Et en fait, les pinots noirs avaient la réputation d'être aussi fins et aussi minéraux que ceux d'Ailly, et qui étaient assez choyés par Madame Pommery, qui faisait l'assemblage du pinot noir d'Ailly avec ses chardonnays d'Avise. Et c'est vrai que j'ai appris ça il y a quelques années, et ça m'intéresse, pourquoi pas, à l'avenir. Alors, je n'ai pas envie de replanter tout de suite parce que j'en ai déjà une bonne série. Hein, ça m'entoure derrière mes parents d'entretenir les vignes. Mais pourquoi pas planter un peu de pinot noir sur le fond du bateau et de voir ouais, la subtilité même du terroir. Hein. On en reparlera, hein, Geoffrey. Donc, il y a plein de choses à faire. Voilà, une petite anecdote. Voilà, alors après, il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a plein de choses à faire. Hein. Jérôme, non? Jérôme, ou Alexandre, je ne sais pas. Oui, complantation. Ouais. Ouais, donc c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, et je préfère, tout comme la pureté bourguignonne, un seul et unique cépage sur un seul lieu-dit, voilà, des fois les journalistes ils m'appellent monomaniaque. Donc je vais rajouter 2 nouveaux cépages en fait, sur Ville-sur-Arge, j'ai essentiellement 4 vignes. On a des belles parcelles, et j'y rajouterai des cépages. Donc, on fera une vigne, un cépage. Moi, personnellement, j'ai cette conviction-là. Voilà. Cette sensibilité-là. Voilà. Ensuite, concernant la densité de plantation, moi, bon, les vignes semi-larges à faible densité, un même individu avec une double charge, à mon sens, pour moi, ce n'est pas la vérité. Hein. Tu es plus proche des 35 heures. Alors. Comment? Plus proche des 35 heures. Alors. C'est ça, ouais. Non, moi, je suis, je pense comme Alexandre, pour la haute densité, à minima à 8500 à 10 000 plans hectares. On fait peser moins de charges sur un individu, et logiquement, il doit donner un peu mieux. Voilà, à mon sens. Que de mettre du 4500 plans hectares avec une charge, à mon sens, un petit poil accablante, et ça me... J'ai pas cette conviction non plus. Alors après, il faudra avoir exactement les mêmes géologies, vinifier, voir les choses sur 10, sur 15 ans pour vraiment avoir un témoin. Mais non, j'ai pas cette conviction. C'était quoi le troisième sujet? Excusez-moi. Les nouveaux cépages. Voilà. J'ai rien dit. C'est la question, c'est pas grave. Voilà, bon, moi, je fais le Voltis. J'en pense pas grand-chose d'intéressant. Les grappes font presque 1 kilo. C'est un hybride, c'est quelque chose qui peut avoir une utilité le long des maisons, hein, avec la pression phytosanitaire. Mais là, franchement, à part ça, je ne vois pas. Voilà. C'est bien pour ça, peut-être que c'est que 5% de l'encépagement. Je pense que nos 7 cépages suffisaient. Et quant au chardonnay rose, j'ai discuté avec quelqu'un qui maîtrisait un peu le sujet. Il m'a dit, moi, très honnêtement, je n'ai pas compris. Voilà. Alors, parce que c'était peut-être une rareté champenoise qui est apparue chez nous, chez les Bourguignons, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, et malheureusement, tout comme le voltige, je crois que c'est bridé à 5% de la plantation et 10% de l'assemblage. On ne pourra même pas voir si c'est plutôt sympathique ou pas
en cépage pur. Gris. Sur un malentendu, ça pourra peut-être apporter quelque chose sur un assemblage. Ou pas. Alexandre, tu veux… Ouais. Complantation, comme on ne fait pas de complantation tous les trois, donc c'est difficile d'en parler. Pascal Agrappa est un copain et s'il voit un jour la vidéo, il me cassera la figure en disant que c'est pas bien. Donc, et je ne veux pas me lancer là-dedans. Je pense que c'est super. Certains terroirs le supportent, d'autres moins. Moi, je suis très attaché à la maturation, à la maturité des raisins. Donc, à vraiment aller chercher cette maturité phénolique et donc à pousser jusqu'au dernier jour de vendange pour arriver à des raisins dont on a le brunissement des pépins, une rafle qui commence à colorer. Et c'est très compliqué, à moins d'avoir d'énormes parcelles, de pouvoir avoir dans une complantation tous les raisins qui sont mûrs en même temps. Donc, moi, il m'arrive d'avoir des parcelles qui ne sont pas complantées, mais une partie en pinot noir, une partie en chardonnay, ou même en arbanne, on peut dire. Mais pour vous donner une idée, le chardonnay peut être vendangé un 19 septembre et l'arbanne prend un mois de plus. Donc, les vendanger ensemble me semble risqué à mon échelle. Mais on goûte de très, très belles choses chez certains vignerons qui le réussissent. Donc, ça serait bête de dire que c'est une bêtise. Voilà. Maintenant, ce n'est pas dans mes cas. Pour la complantation, pour la densité de plantation, je crois que c'est un sujet qu'on aborde en Champagne. Il faut peut-être rappeler que la Champagne vient d'accepter ou de voter pour l'acceptation de vignes semi-larges, qui sont des vignes plantées à 2 mètres, je crois, de large. Ceux qui n'ont pas la notion de la densité, en fait, la densité, c'est le nombre de pieds par hectare. Et en fait, c'est un petit peu la répartition de la charge de production sur chaque pied. Donc, ça veut dire que par rapport au potentiel nutritif de la parcelle ou de l'hectare, plus vous allez avoir moins vous allez avoir de pieds, plus la charge va être importante en raisin, et inversement. Donc, la notion du rapport du nombre de grappes, du nombre de kilos sur chaque pied, c'est un peu comme c'est pour ça que j'aimais bien la comparaison tout à l'heure, c'est le nombre de travail qu'on va attribuer à un seul individu finalement. C'est comme une mère avec ses enfants. Moi, j'ai quand même tendance à rappeler ou un père, hein, lorsqu'on a 2 enfants à la maison ou qu'on en a 10, l'amour pour chacun est le même, mais le temps passé pour les devoirs, l'accompagnement, etc., il est forcément réduit quand on a 10 par rapport à 2. C'est la même chose pour une vigne. Une vigne, en allant réduire le nombre de plants par hectare, c'est-à-dire en élargissant les voies de circulation dans la vigne, on réduit le nombre de plants et le vigneron est quand même attaché à avoir un minimum de raisins pour faire du vin. Donc, on va demander à la plante de fournir plus de raisins à chaque plant. Et tout comme les parents qui ont plusieurs enfants, je pense que la plante aura beaucoup de mal à aller nourrir tous les ans ces raisins si on en demande beaucoup. C'est fatigant pour la plante, ça dilue. Il ne faut pas oublier que la concentration des raisins aussi n'est pas que permis par la photosynthèse et la surface foliaire, c'est aussi l'alimentation par les racines. Je vous ferai une grande pro là-dedans. Et donc, on est très attaché à cette alimentation de la plante. Et je pense que diminuer le nombre de plants par hectare, c'est un risque pour la qualité de certains vins de certains villages. Maintenant, les débats sont assez chauds en Champagne en ce moment parce qu'on sait aussi qu'il y a un réchauffement climatique, que chaque région essaie de montrer qu'elle est la plus propre, etc. Et c'est beaucoup plus simple pour certains viticulteurs d'utiliser une machine qui n'est plus un enjambeur, voilà. Mais moi, je reste extrêmement attaché à cette haute densité qu'on a en Champagne parce que déjà, ça limite le rendement en termes de vin par hectare. C'est en fait le rendement, on parle toujours de rendement par hectare, mais on doit y penser par plan. Un cep vient donner un certain nombre de raisins, et c'est ça qui est fondamental. La notion d'hectare est ridicule, je pense. Et puis ensuite, il y a une deuxième responsabilité. Si on décide d'élargir la surface de plantation en Champagne, on est quand même responsable d'emploi de beaucoup de personnes qui travaillent avec nous. Vous voyez 3 vignerons, mais
mais on a tous des collègues, vous pouvez les appeler comme vous voulez, c'est ou des amis ou des salariés, mais ces personnes-là ont le même savoir que nous, le même savoir-faire, ils nous suivent, ils sont avec nous dans les vignes quand on va tailler, et je pense que c'est un savoir-faire qui est fondamental de conserver. Et on est responsable de l'emploi et on ne veut pas être responsable du chômage français en limitant notre nombre de plants par hectare, donc en diminuant les ressources humaines sur chaque vigne. Donc, moi, pour la qualité du vin et pour continuer à embaucher du monde, eh ben, je suis très, très attaché à ces hautes densités. Voilà. Merci Alexandre. On arrive à la fin ça fait déjà un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Donc je tenais à vous remercier tous de votre présence. Peut-être chacun un petit mot de la fin. Nous, en tout cas, avec Justine, on a passé un super moment. Petite page de pub. Non, on va pas le voir. Je vais essayer de le montrer. Attends, moi je me pousse. C'est l'homme invisible. C'est l'homme invisible. Donc, on n'est pas hyper au point. On a le livre sur la dégustation intuitive et géosensorielle qui est sorti aux éditions Marie-Claire Massin. N'hésitez pas, voilà. Coécrit par Justine, moi-même et avec une interview de nombreux vignerons à l'intérieur, plus d'une trentaine. Voilà. Avec Fabien Humbert et Yves Rich. Un petit mot de la fin. En tout cas, nous, on vous remercie, messieurs, et tous nos amis auditeurs, ceux qui verront le replay. On se retrouvera dans 15 jours avec les grands terroirs. Je ne vais pas dire qu'ils sont plus grands que ceux de la Champagne, mais pas loin. La Provence, ma région d'origine. Voilà, donc on aura Daniel Ravier du domaine Tempier, Rosine Gavotti du domaine Gavotti et Jo Sergi de Belley pour parler un petit peu des blancs de Provence. Des blancs et des vieux vins. Un petit mot de la fin. Merci Philippe, Alexandre et Jérôme et Geoffrey. C'est un amour de voir la Champagne. Une Champagne paysanne et authentique. Ça fait du bien. Je croyais qu'on allait avoir des chants champenois. Alors, c'est marrant, mais j'étais sûr, parce qu'en fait, j'ai chambré avant, j'ai demandé s'il fallait qu'on chante, etc. Mais Justine m'avait promis une danse. Et donc, je pense qu'on peut peut-être lui demander une danse. Mais bon, après, merci à tous de nous avoir suivis. C'est dommage, on ne voit plus. Ça ne marche pas. La danse, ça paraît quand même. Allez. Allez, un grand merci. Merci à Philippe. Merci à tout le monde. Et merci à toutes et à tous. Merci Franck. Merci à tous. N'hésitez pas donc à aller voir N'hésitez pas à aller voir nos amis vignerons. Tous ceux qui ont participé au webinaire ont moins 80% sur les tarifs. Ils ne sont pas au courant, mais... Non, je suis désolé, je vais me faire bannir. Là. Je vais recevoir... Bon, merci à vous tous, en tout cas, c'était super. Ouais, en tout cas, on avait beaucoup de commentaires qui disent merci à tous les intervenants, merci, super instructif. Voilà, donc tout le monde est très content et a pu s'abreuver de toutes ces connaissances, en tout cas, sur la région champenoise. Merci à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir nos amis vignerons, à aller goûter leur champagne, à aller comprendre leur terroir et à acheter et à boire leur vin sans modération. Voilà. Les produits de terroir. Allez, merci à tous. Allez, bonne soirée à tous. Merci, excellente soirée. Super, merci. Salut. Bonsoir. Salut. Bonne dégustation. Merci. Vive la Champagne. Vive la Champagne.